très- On va d'abord rappeler très rapidement l'origine du concept de triangle de Karpman. Ensuite, on illustrera par un premier exemple que je présenterai en clinique vétérinaire, que j'ai vécu. Donc, j'aurai d'autant plus de facilité à en parler. Ensuite, Elsa va plus aborder l'application du triangle de Karpman dans les organisations, dans le travail collaboratif. Et en fin d'exposé, on présentera quelques solutions parmi les multiples solutions proposées par Stephen Karpman pour sortir des triangles. Voilà un petit peu le déroulement de cette coprésentation avec Elsa. Alors, je vous propose maintenant, je vais passer en partage d'écran. Je vais présenter le début du diaporama. Vous allez me confirmer si ça marche. Donc, normalement, vous devez voir apparaître le diaporama. Oui, ouais, ouais, c'est Oui, bon. Ça fonctionne. ça fonctionne. Et donc, je vais le mettre en mode de affichage. C'est pas parti, même sur mon poste. Voilà. Vous le voyez maintenant en affichage. C'est bon? Oui, c'est bon. Bien. Donc, très rapidement, présenter l'origine du concept de triangle de Karpman. Alors d'abord, qui est Stephen Karpman? C'est un psychiatre américain qui a travaillé dans les années 60 avec un autre psychiatre canadien, quant à lui, qui était Eric Berne. Et Eric Berne, c'est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Stephen Karpman a été un collaborateur et disciple de Eric Berne. Alors, pour expliquer à quoi correspond la notion le concept de triangle de Karpman, il faut d'abord se rappeler que dans la vie ordinaire et au premier degré, c'est-à-dire dans la vraie vie, les personnes sont parfois prises dans des systèmes relationnels à trois personnes. Par exemple, là, j'ai affiché un exemple classique de triangle relationnel entre un voleur qui va être le persécuteur d'une personne qui est la victime du voleur, et la police va jouer son métier de sauvetage en cherchant à appréhender le voleur. Dans la configuration que je vous présente ici, chacun des acteurs joue son rôle réel dans la vie. La police est faite pour aider les gens à sortir de leurs difficultés. Bon, les voleurs, par définition, ont tendance à chercher des victimes. Voilà. Alors, à ce niveau de première, on va dire, premier épisode dans ce triangle, il faut savoir qu'il peut y avoir un changement. C'est-à-dire que, par exemple, si le voleur vient à être arrêté, on va avoir un changement de situation, les acteurs vont changer de rôle. Par exemple, la police et la personne victime qui devient plaignante vont être en quelque sorte les persécuteurs du voleur qui va être arrêté. Et on va voir un troisième personnage apparaître, l'avocat, qui va faire son métier de sauveteur. On a beau avoir changé les rôles, nous sommes toujours dans une situation de premier degré. C'est-à-dire que chacun fait son métier ou ce pourquoi il existe. Le constat qui a été fait par Stephen Karpman, c'est que dans la vie courante et aussi dans les œuvres littéraires ou théâtrales, c'est pour ça qu'il a utilisé la notion de triangle dramatique en référence au théâtre, eh bien, il a observé que les personnes pouvaient changer, interchanger de rôle, mais que ces changements se situaient au niveau du positionnement qu'elles prenaient face aux événements
et non pas par rapport à leur rôle réel. Et Cartman a observé que la plupart des œuvres théâtrales, les séries télévision et dans de nombreuses situations de la vie courante qui sont parfois sans issue, avec des conflits qui durent éternellement, correspondent à des situations où les gens changent de positionnement par rapport aux situations. Et là, on parle bien de positionnement psychique des gens par rapport aux situations et non pas à l'exercice de leur métier réel. Pourquoi les gens changent de positionnement? Eh bien, ça leur permet de jouer à des jeux psychologiques. Un jeu psychologique en analyse transactionnelle est une relation particulière qui permet aux acteurs d'engranger des gains affectifs ou psychologiques. On doit se souvenir également qu'un gain psychologique n'est pas toujours quelque chose de positif. Des personnes peuvent chercher à engranger des gains psychologiques négatifs. Donc ce schéma avec les doubles flèches résume un petit peu ce qu'est le concept du triangle de Karpman. Et il faut bien comprendre que ce sont les postures des personnes qui sont indiquées dans ce triangle, mais pas leur rôle réel. Alors on va voir l'application tout à l'heure en situation clinique. Donc, pour distinguer les deux formes de présentation, Karpman a adopté le principe que lorsqu'il parle d'une personne qui adopte la posture de sauveteur, excusez-moi, il faut que je... Là, une personne qui adopte la posture de sauveteur, eh bien, on va représenter le mot sauveteur avec une majuscule. Idem pour la personne qui adoptera une posture de persécuteur ou une personne qui adoptera la posture de victime. Lorsque une personne à l'intérieur d'un triangle de Karpman change de posture, on l'a vu, c'est en général dans le cadre d'un jeu psychologique. Karpman appelle ce changement un phénomène de switch. Il observe également donc que ces switches permettent aux gens d'accumuler des gains. Ces gains sont positifs ou négatifs. L'analyse transactionnelle considère en général que accumuler des gains négatifs dans la vie est un petit peu identique, enfin, il y a un parallèle fait avec la collection des timbres que l'on peut avoir, par exemple, dans un magasin. Ces timbres, on les collectionne sur un carnet et un jour, on échange l'ensemble de ces collections contre un gros cadeau. Et dans la vie et dans l'analyse transactionnelle, ces collections de timbres conduisent à échanger contre un gros événement. Ce gros événement peut être un clash mémorable, une rupture, un suicide ou toute autre forme d'événements graves qui peuvent se produire. Un des symptômes principaux de l'accumulation de timbres par une personne, c'est en général qu'elle perd le sommeil. Donc, pour bien comprendre le triangle de Karpman, il faut distinguer absolument le rôle dans la vie ordinaire d'une personne. Un sauveteur dans la vie ordinaire, c'est un professionnel de l'aide qui fait son métier. Un persécuteur, c'est une personne qui persécute, qui cherche des victimes et qui les agresse. Et une victime, c'est une personne qui est réellement, qui a subi réellement une agression ou un dommage. Dans un triangle de Karpman, la personne qui prend la posture de sauveteur, c'est une personne qui offre de l'aide sans avoir les moyens d'aider ou sans y avoir été invité. On peut résumer sa position par la phrase type « J'essaye seulement de t'aider ». Un persécuteur, c'est une personne qui critique, qui fait pression sur les autres, qui contraint une victime. On va reconnaître son rôle par les expressions de type tu n'es pas capable, tu ne feras jamais rien de bien, etc. Une victime, c'est une personne qui se déclare incapable de gérer quelque chose ou de faire quelque chose qu'elle devrait pouvoir faire seule. Sa phrase type, ce sera « je ne m'en sors jamais seul ». Ce sont des définitions qui ont été rappelées par Stephen Karpman dans son dernier ouvrage. Alors, en complément, Stephen Karpman observe qu'il est extrêmement fréquent que les acteurs jouent plusieurs rôles en même temps, et on va le voir tout à l'heure dans les exemples.
des personnes qui sont en même temps persécuteurs, victimes, etc. Le triangle est constitué par des positionnements. Il n'est donc pas toujours nécessaire qu'il y ait finalement trois acteurs. Deux suffisent dans beaucoup de cas pour interchanger les rôles de persécuteur, victime ou sauveteur. Alors pourquoi est-ce intéressant de parler du triangle de Karpman en particulier dans le monde vétérinaire? Eh bien, il faut savoir que beaucoup de relations à trois acteurs ont des chances d'évoluer vers un triangle dramatique. Et dans les exemples qu'on pourrait prendre, eh bien, il y a la triade maman, enfant, pédiatre, maman, papa, enfant, animal, propriétaire, vétérinaire. Ces triades-là ont de fortes chances d'évoluer vers des triangles dramatiques et ça rend les métiers difficiles. Ou encore, personnes âgées, ses enfants et une maison de retraite sont tout à fait prêtes à évoluer vers un triangle de Karpman. Alors maintenant, on va illustrer de façon simple la naissance d'un triangle de Karpman à travers un cas clinique que je vais vous raconter. Alors, c'est la consultation par un vétérinaire qu'on va appeler docteur Veto d'un chien qui vieillit et qui urine depuis quelque temps dans la maison de ses propriétaires. Bon, le chien, c'est un Pékinois, 10 ans, 10 kilos, caractère assez costaud, indépendant. Les propriétaires, ce sont monsieur et madame client. C'est un couple qui n'est pas habituellement le client de la clinique où ils viennent d'entrer. Ils sont en première consultation. Monsieur 60-70 ans, caractère un peu trempé, comme son chien. Madame ne dit jamais rien. Alors, l'examen clinique montre un globe vésical important, et puis une radio montre qu'il y a des calculs jusqu'à l'os pénien. Donc, il y a une décision de cystotomie qui est prise avec le projet de refouler les calculs urétraux. Alors, dans cette relation première, eh bien, on a une relation de premier degré. On a un persécuteur, eh bien, c'est l'entité affection, c'est la maladie, calculs vésicaux. Nous avons des victimes, monsieur et madame client et leur chien, qui sont les victimes de la lithiase. Et le docteur Veto, eh ben, il propose de faire son métier de sauveteur. Nous sommes dans une relation de premier degré. Enfin, ça c'est ce qu'on pourrait penser quand on voit les commémoratifs et jusque-là. Si on creuse un peu ce qui se passe dans la tête des acteurs, peut-être que la relation n'est pas totalement de premier degré. Alors, on va voir quelques éléments qui pourraient passer dans l'esprit des acteurs. Ah ben, dans l'esprit de Dr Veto, il pourrait se dire, bon, c'est un cas simple que je maîtrise, une bonne occasion de montrer à ce client qui n'est jamais venu que je suis un bon vétérinaire. Et là, il dépasse peut-être un peu sa mission et il commence à endosser une casaque de sauveteur. Mais il sait aussi qu'il va soulager le chien et là, il va normalement jouer son véritable rôle de sauveteur. Il peut se dire aussi qu'il va aller chercher à fidéliser ce nouveau client, d'autant que ce client paraît assez aisé. Alors là, il porte un premier jugement sur son client et il va se positionner déjà un peu en persécuteur, rôle qu'il va aussi endosser en se disant, mais les autres, ce client est forcément passé chez d'autres cabinets avant de venir chez moi. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait des calculs, ils sont vraiment nuls. Donc là aussi, il se met en persécuteur. Ce client n'est sans doute pas facile. Ce n'est pas le genre de personne à décevoir. C'est à nouveau un jugement. Et c'est toujours des points de vue de persécuteur. Si on regarde les points de vue que pourrait, les arrière-pensées que pourrait avoir monsieur ou madame client, bien, il pourrait se dire, bon, c'est quand même le troisième vétérinaire que je vois pour cette affaire. Il n'y en a pas un de vétérinaire pour attraper l'autre. C'est un jugement, c'est une posture de persécuteur. Je peux dire aussi, ce chien commence à me coûter cher. Là, c'est un positionnement de victime. On pourrait se dire aussi, j'abrège, j'aurais préféré d'avoir affaire à l'associé comme la voisine. Il est plus connu, lui, je ne le connais pas. Mais l'associé n'était pas libre, c'est toujours pareil, j'ai pas de chance. Là, c'est un positionnement de victime.
Alors, la suite des événements va précipiter l'apparition du triangle de Karpman. Pourquoi? Parce que pendant la cystotomie, bon, on retire les calculs de la vessie, jusque-là tout va bien. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs calculs qui restent vraiment enserrés dans la muqueuse urétrale. Il est absolument impossible de les déloger par tous les moyens habituels. Et il ne reste plus qu'une solution, c'est d'aller les chercher en faisant une urétrostomie périnéale. Mais le problème, c'est que pour faire l'urétrostomie périnéale, il va falloir procéder à la castration du chien, parce qu'après, sinon, il y aurait d'énormes problèmes de cicatrisation. Alors, le travail est réalisé jusqu'au bout. Le chien est libéré de ses calculs. Alors, ensuite, on rend le chien à ses propriétaires. La consultation rendue du chien après l'intervention est particulière. Monsieur client ne dit absolument rien, il est tout blanc et il fait un malaise quasiment en voyant les signes de castration de son chien. Madame client tente de réconforter son époux en disant mais vous comprenez docteur, c'est surtout son chien à lui. Rendez-vous est donné donc pour la suite suivie d'opération 2 jours plus tard. Et 2 jours plus tard, bon, suite habituelle du rétrostomie, quelques saignements, mais le chien a l'air de reprendre son alimentation, mais monsieur client attaque le vétérinaire en disant mais qu'est-ce que vous avez fait à mon chien? Et donc on a changé de configuration puisqu'on est passé d'une situation qui paraissait une situation de premier degré à une situation de troisième degré, parce que dans les acteurs, on va voir donc Monsieur Client qui, à travers cette phrase, devient le persécuteur du docteur Veto, qui devient lui-même donc victime de l'attaque de Monsieur Client. Et puis, Madame Client va tenter de calmer son mari pour venir en aide au docteur Veto. Et on va voir qu'en faisant ça, bien, elle peut soit endosser un rôle de sauveteur véritable, soit un rôle de sauveteur dans un triangle de Karpman. Alors, les arrière-pensées des personnes dans cette deuxième phase, le docteur Veto, j'aurais dû me méfier, c'était trop simple, ça c'est un positionnement de victime, je n'ai vraiment pas de chance avec cette intervention, positionnement de victime, je n'ai pas pensé à les informer de la complication parce qu'elle ne m'est jamais arrivée, c'est aussi un positionnement de victime. Il est capable de m'attaquer auprès de l'ordre, là c'est un jugement sur le client, ça devient un positionnement de persécuteur. Bon, et on peut aussi avoir, par exemple, ces phrases, il ne se rend pas compte du temps que j'ai passé sur son chien, j'ai recommencé mes consultations avec 1 heure de retard et sans manger. C'est clairement un positionnement de victime. Ou bien une autre phrase qui pourrait être adoptée, quel ingrat, j'essaye seulement de sauver la vie de son chien, il ne le voit pas. Et là, c'est un positionnement de sauveteur selon la théorie de Cartman. Alors, Monsieur Client, lui, il a beaucoup de positionnements de persécuteur. J'avais raison de ne pas lui faire confiance. Avec l'associé, j'aurais pas eu tous ces ennuis. C'est un jugement par un persécuteur. On ne lui a jamais demandé de castrer le chien. Je voudrais bien y voir lui. C'est aussi un jugement de persécuteur. Il ne me reverra plus, etc. Donc, vous voyez que dans la même situation, au final, les acteurs peuvent avoir endossé des postures différentes quasiment au même moment. Alors, on va regarder la différence entre un sauveteur véritable et un sauveteur dans une posture de sauveteur, eh bien, à travers le rôle de Madame Client. Parce que Madame Client, elle essaye de calmer son mari et d'aider le vétérinaire. Elle comprend bien que son mari n'est pas content parce qu'on a castré le chien, mais elle va essayer de faire quelque chose. Eh bien, tout dépend de ce qu'elle va dire. Si elle dit oh, docteur, j'ai été infirmière autrefois et je sais que vous n'aviez pas d'autre solution que ce que vous avez fait, ben, elle prend une défense factuelle, elle cherche
à ramener le débat sur les faits et à effectivement ramener son mari à une position rationnelle. Elle joue un véritable rôle de sauveteur. Mais elle pourrait aussi dire, docteur, vous savez, tout le monde doit bien commencer un jour, il n'y a rien de facile, on est passé par là aussi. Et alors là, en essayant d'aider le vétérinaire, elle va l'enfoncer et elle va sous-entendre qu'avec plus d'expérience, le cas clinique se serait mieux passé. Et donc, on pourrait résumer ce positionnement de Madame Client, si elle adoptait cette phrase, par j'essaye seulement de calmer le jeu, mais en faisant ça, en fait, elle aggrave la situation et c'est bien une posture de sauveteur qui fait des choses qu'on ne lui a pas demandé. Voilà un peu une première illustration d'une bascule vers un triangle de Karpman en situation clinique. Alors, je pense que Elsa va prendre la parole maintenant. Oui, alors on peut bien sûr se poser la question, qu'est-ce que le chien pense pendant tout ce temps-là? Mais malheureusement, il ne nous l'a pas expliqué. Donc, Elsa, je te laisse la parole. Ah, j'avais désactivé le son. Merci Bernard pour cet exemple. Donc, pour la suite, nous allons à présent visionner une vidéo de l'Université du Loup qui a été proposée à l'occasion de leur MOOC Gouvernance partagée. Et là, cette vidéo va présenter le triangle en l'abordant plutôt du point de vue du travail coopératif. Est-ce que tu la lances, Bernard, ou je le fais? Alors, Ouais. bah, écoute, je vais la lancer. C'est bon pour vous? Vous la voyez apparaître? Voilà. Oui, c'est bon. Nous l'avons dit, et le redirons sans doute encore, seule la coopération de je souverain permet à un nous d'être fécond. Lorsqu'un groupe se constitue en cercle pour donner vie à l'intelligence collective, il appartient donc à chacun d'assurer sa souveraineté en conscience pour la placer au service de la coopération. Plus facile à dire qu'à faire. Stephen Karpman, un contributeur de l'analyse transactionnelle, nous propose un outil qui nous permet de détecter nos enfermements dans des rôles improductifs et malheureux. Nous appelons cet outil le triangle dramatique, une sorte de triangle des Bermudes où se perd l'énergie coopérative. Lorsque je me sens impuissant à faire changer les choses, que je me considère victime de la situation ou des autres, j'ai envie d'abandonner, de me soumettre ou de me rebeller. Certainement pas de coopérer. J'endosse le rôle de victime. Lorsque je me sens angoissé face à des difficultés, lorsque j'ai peur de ne pas atteindre l'objectif, lorsque j'ai l'impression à être seul à voir les risques, j'ai tendance à exiger des garanties, à vouloir imposer mes règles, certainement pas à coopérer. J'endosse le rôle de persécuteur. Lorsque je manque de confiance dans les capacités des autres, mais qu'en même temps j'ai terriblement besoin qu'on reste ensemble, je suis prêt à me sacrifier pour tout faire à leur place, certainement pas à coopérer. J'endosse le rôle de sauveur. Victime, persécuteur, sauveur, voici les trois rôles disponibles sur la scène du triangle dramatique. Quand gouverné par mes peurs ou mon sentiment d'impuissance, j'endosse l'un de ces rôles, j'encourage les autres à entrer en scène pour incarner les rôles complémentaires. La victime appelle un persécuteur et un sauveur. Le persécuteur, une victime et un sauveur. Le sauveur, une victime et un persécuteur. On est au complet? On peut jouer en pure perte. Et quand l'un des trois protagonistes est à court d'inspiration et d'énergie dans son rôle, on joue aux trois coins. C'est comme le jeu des quatre coins, mais dans un triangle. Il n'y en a que trois. Hein. On intervertit, on change de rôle. La victime, lassée qu'on fasse tout à sa place ou révoltée des normes qu'on lui impose, tente à son tour d'imposer ses règles ou de prendre tout en charge. Le sauveur, excédé de se sacrifier, se plaint de la situation, la reproche aux autres ou exige d'eux des sacrifices identiques.
Le persécuteur, désespéré de ne pas obtenir de résultat, se pose en victime ou se sacrifie pour tout faire. Tourner manège. Tant que les besoins des uns et des autres sont négligés, tant que j'estime l'autre, les autres, responsables de la situation, le triangle infernal engloutit l'énergie qui pourrait être mise au service de la coopération. Heureusement, il existe une solution pour s'en sortir. Stop, on ne bouge plus. Je prends le temps de respirer, de me poser. Je prends la responsabilité de ma vie, de mes actes. Je retrouve ma souveraineté. Première étape, lorsque je remarque dans le miroir des réactions des autres, qui jouent l'un des rôles complémentaires, que j'ai mis en œuvre l'un de ces comportements, la première chose que j'ai à faire est de l'accepter. Une part de moi s'est sentie effrayée, impuissante ou abandonnée parce qu'elle avait besoin de sécurité, de liberté d'action ou d'amour. C'est très naturel. L'accepter, c'est le reconnaître. Le reconnaître, c'est pouvoir le changer. Deuxième étape. Il va suffire de m'inviter à employer d'autres comportements pour répondre à ces besoins. Des comportements adaptés, efficaces et heureux pour moi-même et pour le groupe. Je jouais la victime, je minimisais mes capacités, je me laissais submerger par mes émotions, je refusais ma responsabilité, j'entretenais mon défaitisme et ma confusion. J'ai besoin de liberté d'action. Je choisis d'incarner mon jeu libre, le héros, de mettre en œuvre mon imagination, de proposer, de me laisser agir spontanément, de façon autonome, avec réalisme et clarté. Je jouais le persécuteur, je tentais d'imposer des règles rigides, souvent difficiles ou impossibles à appliquer, voire inutiles et parfois humiliantes. J'ai besoin de sécurité. Je choisis d'incarner mon jeu harmonisant, le leader coopératif, de proposer des règles souples, utiles, applicables, respectueuses et protectrices. Je jouais le sauveur, j'agissais hors de mon rôle et de mes compétences, sans attendre une demande de la part de l'autre, en me sacrifiant, en faisant tout. J'ai besoin de reconnaissance, d'intégration, de contribuer. Je choisis d'incarner mon jeu contributif, le souteneur coopératif, de participer par plaisir en restant dans mon rôle, en mettant en œuvre mes compétences réelles, en respectant mes limites, à la demande de l'autre et en le laissant faire sa part. Troisième étape, coopérer. Merci Bernard. Alors, dans la suite de cette vidéo, je vais présenter un deuxième exemple du triangle appliqué au travail coopératif dans un contexte d'engagement pour une cause, avec l'exemple du travail en refuge animalier. Et je vais moi aussi partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez tous le diaporama? Je ne l'ai pas. Non. Non. Ah. Alors, Non plus. je recommence. Partager l'écran. OK, Oui, il se passe quelque chose. C'est bon. super. Et masquer, je vais masquer ça. OK, c'est bon, c'est en plein écran, c'est tout bon? C'est bon. Oui, merci. Alors bon, alors sachant que on va faire un exemple sur prendre l'exemple du travail en refuge animalier. Bon, bien entendu, on va pas retrouver le triangle dans tous les refuges, mais on peut dire que c'est un contexte qui s'y prête malheureusement plutôt assez bien. Alors dans cet exemple, nous allons retrouver nos trois rôles, le rôle de sauveur, une ou des victimes et un ou des persécuteurs. Alors j'ai directement représenté les rôles avec une majuscule. On aurait pu dans un premier temps les écrire sans majuscule, puisqu'avant d'entrer dans le triangle, nous avons des rôles fonctionnels ou des rôles du premier degré. Mais voilà, j'ai pris ce pli-là de le représenter directement avec une majuscule. Ces trois rôles vont entretenir entre eux
des relations qui sont symbolisées par les flèches. Alors on peut se poser la question, qui sont les sauveurs? Alors les sauveurs vont être les salariés ou les bénévoles. La personne A, par exemple, que nous allons suivre tout au long de son évolution avec le petit dessin de super-héros. La personne A est entourée d'une équipe, d'autres salariés, d'autres bénévoles, la personne B, la personne C, la personne D. Et à ce stade, l'équipe est unie, elle est soudée autour de sa mission. Qui sont les victimes? Alors les victimes, ça va être les animaux à sauver, qui sont les animaux maltraités, les animaux abandonnés. Et nous avons des persécuteurs, qui sont des personnes extérieures à l'équipe. Les personnes qui maltraitent les animaux, ou les personnes qui les abandonnent sans raison valable, sachant que j'ai mis le sans raison valable entre guillemets, parce qu'on se rend compte en pratique qu'il peut exister différentes interprétations du terme. Alors nous avons un triangle qui peut rester fonctionnel, un triangle du premier degré dans lequel chacun joue le rôle qu'il est censé jouer, comme expliqué précédemment par Bernard, ou bien on a un triangle qui peut évoluer vers un triangle dramatique. Alors pourquoi? Moi, mon interprétation, c'est parce que bien que la personne A se donne à 200%, ne compte ni son temps ni son énergie, eh bien on a un flux de victimes, un flux d'animaux entrants qui ne tarit jamais. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, une possibilité, c'est que progressivement, la personne A passe du rôle de sauveur à celui de victime, avec en toile de fond une démotivation, parfois des arrêts maladie, voire des burn-out, ou encore même des démissions. Alors nous avons là un triangle avec un pôle victime qui s'alourdit et un pôle sauveur qui devient plus ou moins vacant. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que la personne B, qui était jusque-là un sauveur du premier degré, jouant son rôle normalement, se rapproche du triangle dramatique et devient un sauveur avec un grand S. Et dans ce contexte de surcharge de travail, avec des personnes qui endossent tour à tour des rôles de sauveur ou de victime, on a des tensions, des conflits internes qui peuvent éclore au sein de l'équipe. Et une personne C, par exemple, qui était jusque-là un sauveur du premier degré, entre dans le triangle de Cartman en endossant le rôle de persécuteur qui se fâche avec tout le monde. Et pendant ce temps, on peut avoir la personne B qui se rapproche tout doucement du triangle et d'autres personnes, la personne E et la personne F, qui font leur apparition en compensant ainsi les pertes par arrêt maladie ou démission que l'on a en bas à droite du schéma. Et là, qu'est-ce qui se met en place? C'est un turnover. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on en reste là? Eh bien pas forcément, parce que tout continue de bouger. Par exemple, on a la personne A peut finir par... Alors il y a un petit délai entre l'apparition des vignettes et les moments où je clique, c'est un peu perturbant. Donc la personne A peut finir par endosser le rôle de persécuteur. Soit parce qu'elle finit par se lasser du rôle de victime et se fâcher avec tout le monde, et on sait bien que quand on est fatigué, quand on est à bout, on peut devenir irritable, soit parce que sa démotivation, ses arrêts maladie ou son départ peuvent être vécus par le reste de l'équipe comme une trahison, un abandon et une persécution. Alors je précise qu'il s'agit bien là d'une perception de l'équipe et non du reflet de la réalité, c'est pas joli, mais on rappelle qu'il s'agit du triangle de Cartman qui est qualifié de triangle dramatique, donc c'est pas forcément joli. Et les rôles s'inversent, la personne C passe du rôle de persécuteur à celui de victime, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on en reste là? Eh ben, pas forcément, parce qu'heureusement, il existe des solutions pour en sortir, comme ça a déjà été évoqué dans la vidéo, et comme va l'évoquer Bernard dans la suite de cette présentation. Donc, Bernard, je te laisse la parole, j'arrête le partage d'écran.
Et voilà, je te rends la parole. Merci Elsa. Alors, nous allons reprendre le... Nous allons reprendre le diaporama. Alors, attendez, Oui, je vous demande un instant, il faut que je fasse défiler. oui, je viens de me souvenir qu'on avait dit que peut-être je pouvais Non, laisser c'est bon, l'image. ça va. Ouais, Ouais, c'est bon. voilà, une petite révision. Ouais. Impeccable. Alors, pour terminer et proposer quelques solutions pratiques, parce que ces concepts peuvent quand même être difficiles à gérer au quotidien. C'est toujours intéressant de leur apporter quelques solutions pratiques. Alors, dans son livre, son dernier livre de 2022, Stephen Karpman aborde énormément de systèmes de solutions, toujours basés sur des systèmes mnémotechniques qui sont très chers à l'analyse transactionnelle. Je vous propose de regarder quelques éléments simplement parmi la multitude de ceux qu'il présente, dont un des objectifs principaux, c'est d'établir un dialogue, parce que le dialogue est la seule solution pour avancer dans ces situations relationnelles dramatiques. Alors le premier élément qui m'a paru intéressant d'évoquer avec vous, c'est la solution à 10%, comme l'appelle Stephen Karpman. C'est quoi? Eh bien, elle est définie par 5 règles. La règle 1, c'est que quand on est dans une situation de ce type, c'est de rester persuadé qu'il y a au moins 10% d'intention positive dans chaque jeu et dans chaque action des membres du triangle. La règle 2, c'est d'être persuadé qu'il y a toujours au moins 10% de vérité dans toute idée exprimée par les membres du triangle. La règle 3, être persuadé qu'il y a 10% de la population qui aurait réagi exactement de la même façon. Règle 4, être persuadé qu'il y a toujours au moins 10% de ce que nous disons dans le cadre d'un jeu qui est faux. Nous mentons très fréquemment. Règle 5, dans chaque jeu, une personne joue au moins 10% de chacun des rôles en même temps. C'est-à-dire que si on commence à creuser le positionnement d'un persécuteur, on va trouver une victime quelque part, comme l'a expliqué Elsa tout à l'heure. Alors, à quoi elle sert cette règle des 10%? Mais elle permet d'avancer. C'est une règle, enfin, c'est un système de négociation qui permet d'avancer, de faire bouger les positionnements des personnes, de leur faire prendre conscience que les autres n'ont pas tout à fait tort. Et c'est-à-dire, c'est la politique des petits pas, et c'est le premier pas qui compte pour faire bouger les positionnements. Une fois qu'on a appliqué, qu'on a réussi à faire admettre cette avancée de 10% à chacun des acteurs, on va pouvoir commencer à avancer. Et ensuite, Stephen Karpman définit la sortie du passage du triangle dramatique vers le passage compassionnel. Alors, qu'est-ce que c'est le triangle compassionnel? Ben, ça se superpose exactement au triangle dramatique. Simplement, savoir que face à un persécuteur, comme vous l'avez ici à gauche, eh bien, la première chose, ça va être de reconnaître son mécontentement. Reconnaître le mécontentement du persécuteur. En formation commerciale, on apprend à savoir dire au client, je comprends votre mécontentement, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire. Et ensuite, on accepte la discussion, mais en définissant des bases de discussion rationnelles. Il faut toujours éviter de faire de l'ironie, des attaques, les sous-entendus qui vont refaire basculer la situation vers un triangle pathogène. Un sauveteur, il a besoin d'apporter de l'aide et il en apporte de trop. Mais ce qu'il faut, c'est le remercier pour l'aide qu'il a cherché à apporter et puis relimiter l'aide qu'il peut apporter à ce dont on a vraiment besoin. Il va falloir
le contingenter un petit peu, mais il faut savoir remercier les sauveteurs pour l'aide apportée. Enfin, la victime, elle a besoin de s'exprimer. Si c'est un client qui vient en disant ben, qu'il a l'impression d'avoir été mal servi, ben, il faut lui dire, c'est pareil, je comprends que votre, euh, nous comprenons votre difficulté. Il faut émettre de la compassion pour la victime. Et puis ensuite, dans la plainte de la victime, identifier le mieux possible la nature de la plainte et regarder les besoins qu'il y a derrière et les choses qu'on va pouvoir réparer dans le sort de la victime. Et donc ça, c'est rechercher ces 10% d'accord et on va pouvoir à ce moment-là avancer. Sur le plan du dialogue, puisque comme on l'a dit, la parole est quand même l'élément principal qui permet de sortir du triangle de Karpman. Eh bien, Karpman utilise un système mnémotechnique, il appelle ça les salmecs. Les salmecs, ce sont les choses qu'il faut absolument éviter pour avoir une discussion constructive. Alors, dans les salmecs qu'il a identifiés, alors il y a le S pour sujet, eh bien, vous avez des professionnels du sabotage de conversation qui, lorsqu'on commence à aborder un sujet vrai dont ils font partie, vont changer le sujet, vont aller chercher une vieille histoire qui vont faire remonter à la surface plutôt que de parler du sujet qu'on souhaite aborder. Donc ça, c'est important de détecter ça et de le déminer. Attribution. Alors, attribution à attribution, donc ça consiste à essentialiser l'autre. Par exemple, vous répondez à un client qui se plaint parce qu'il a été mal servi. Oui, vous n'êtes jamais content, les clients. Donc, on n'est plus en train de parler de lui, on parle des clients en général. Or, vous avez une personne devant vous, donc vous l'essentialisez, ce n'est pas la solution. Elle, pour lecture de pensée, prétendre savoir ce que l'autre pense. Or, personne ne peut savoir ce qu'il y a dans la tête de son interlocutrice ou de son interlocuteur. Donc, une phrase de type je sais ce que vous allez me dire ne peut aboutir qu'à un échec de communication. Menace. Alors, de façon plus évidente, les verbes avertir, prévenir, tout ce qui peut ressembler à une menace, l'expression vous feriez mieux de rentrer chez vous, évidemment, ne peut pas permettre d'avancer dans une discussion. Attention à eux pour enthousiastes. Il y a des personnes qui, dans ce type de situation, vont monter dans les tours et montrer un enthousiasme un peu débridé. Et après avoir avancé très très vite vers une solution, va dire oui, mais il y a ceci, et vont faire en sorte que toute l'avancée qu'on a eue dans la résolution du problème s'effondre. Donc, il faut savoir détecter ce type de comportement et le déminer. Enfin, tout ce qui conduit à une expression à 100%, tels que les adverbes toujours, jamais, comme d'habitude, et bien entendu, tout interlocuteur qui va employer l'expression il n'est pas ou il est hors de question, eh bien, ce sont des blocages de discussion qui ne permettent pas de trouver une issue ou un compromis. Donc, il faut savoir éviter et détecter ces difficultés de conversation. Alors voilà ce qu'on a retenu. Alors, si vous lisez, vous pouvez vous procurer le livre de Stephen Karpman, Le Triangle dramatique. Il vient d'être réédité en version française. Il y a la moitié du livre est consacré à des solutions. Certaines sont assez complexes et il n'est pas toujours facile de retenir tous les moyens mnémotechniques. Et puis, si vous vous intéressez à l'analyse transactionnelle, qui est une des bases du travail de Stephen Karpman, eh bien, elle a donc les deux livres d'Eric Berne, Des jeux et des hommes, c'est toujours édité, c'est assez drôle à lire et ça permet de voir plein de choses dans la vie de tous les jours. Et que dites-vous après avoir dit bonjour? C'est un livre sur les scénarios, plus difficile à digérer, mais qui malheureusement n'est plus réédité. Voilà. Merci Bernard et Elsa pour cette présentation.
Je vous propose qu'on coupe l'enregistrement ici. Hop.